Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. C'est une victoire en demi-teinte. Le 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a officiellement reconnu que l'État français était en tort. Précisément qu'il avait manqué à ses obligations en ne faisant pas appliquer la loi qui a instauré des séances d'éducation sexuelle à l'école. Un texte qui date de 2001, à l'usage totalement erratique depuis. Les pouvoirs publics, tétanisés par la grogne des mouvements conservateurs, l'ont longtemps mis sous le tapis. J'ai dit victoire en demi-teinte car si le tribunal, saisi par plusieurs associations, a bien constaté que l'État était fautif, il a aussi considéré que les récentes circulaires prises début 2025 pour redéfinir les contours de ce qu'on appelle désormais les EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, étaient la preuve que les choses étaient désormais bien gérées, ce qui n'est pas exactement la réalité qui remonte du terrain. Les enseignants sont encore très peu formés, les élèves très largement n'ont pas accès aux enseignements et surtout, les réactionnaires ne lâchent rien. Une députée d'extrême droite a encore récemment raconté n'importe quoi sur le sujet, tentant de faire croire que les EVAR c'était en gros des cours de masturbation à destination des élèves de maternelle, ce qui est à peu près aussi faux que stupide. Mais ça marche. Bon nombre de parents restent encore sensibles à cette petite musique angoissante qu'il faut réussir à contrer. C'est ce qu'on va tenter de faire dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Pour nous aider, nous avons la chance d'avoir les éclairages d'une pro. Ma camarade Lolita Rivet, elle est professeure des écoles. Elle est également autrice d'un podcast que je vous recommande chaudement. C'est quoi l'amour maîtresse ? Il est dispo dans le flux du Cœur sur la table et il traite précisément de tous ces thèmes. Et histoire de partir sur des bases solides, j'ai posé à Lolita la question qui est sur toutes nos lèvres. C'est quoi l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Je l'ai bien dit, c'est ça, hein, c'est EVARS. C'est ça, ouais. EVARS, EARS, éducation à la sexualité. Il y a plein de termes, mais vraiment, c'est un enseignement assez complexe. Pas complexe dans le sens où c'est compliqué, mais qui recouvre plein de domaines, qui recouvre le champ affectif, le champ relationnel, la sexualité aussi, mais aussi le droit, le juridique, quoi. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves avec cet enseignement ? Eh ben, en maternelle, on est censé parler des émotions, parler du corps, des parties intimes, de ce que c'est que l'intimité, mais parler aussi des relations entre enfants et entre adultes et enfants qui doivent se faire normalement sans violence. Et ça, vraiment, c'est ce dont on parle en maternelle, par exemple. En primaire, on va évidemment aborder tous ces thèmes-là et rajouter les violences sexuelles, parce qu'on sait que les enfants sont victimes de violences sexuelles en moyenne à 8 ans. Donc c'est en primaire. On va aborder les droits des enfants, parce qu'ils sont déjà plus capables de comprendre ce que sont les textes internationaux, etc. Donc on parle de la Convention internationale des enfants et de leurs droits, notamment de leur droit de grandir sans être violentés, même si j'en parle déjà en maternelle. Et puis, arrivé à fin primaire, on va parler plus de sexualité, mais là, plus du rapport au corps, donc la puberté, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui change, c'est quoi être amoureux. Et moi, je leur parle déjà de stéréotypes de genre, à savoir, qu'est-ce qui est catégorisé comme féminin ou masculin, pourquoi est-ce que si on est une fille et qu'on fait pas les choses qui sont attendues de nous, on peut être moqué, pareil pour les garçons, pourquoi on peut être exclu, pourquoi on peut être discriminé, etc. Et pourquoi c'est un problème. Donc déjà, l'idée, c'est de leur ouvrir des perspectives, de les sortir un peu de ces rôles genrés qu'on leur balance, pas consciemment, mais que la société balance aux enfants toute la journée, dans les histoires pour enfants, dans les pubs qu'ils voient, dans les représentations qu'ils ont, et parfois même par les adultes. Moi, j'ai entendu beaucoup d'adultes dire « tu joues pas à ça, c'est un jeu de petite fille » à des petits garçons. Des enfants entre eux qui se moquent parce qu'un garçon porte du rose. Et puis, il y a plein de jeux hyper violents encore à l'école, on l'oublie souvent. Donc, c'est aussi de les accompagner là-dedans, de leur expliquer pourquoi il y a encore des discriminations et qui peuvent en fait aimer qui ils veulent, qui peuvent être qui ils veulent, se sentir comme ils veulent, et que pour ça, ils doivent pas être violentés, ils doivent pas être moqués, ils doivent pas être harcelés. Donc c'est vraiment les protéger, finalement. Ça prend quelle forme, ces cours ou ces discussions? Parce qu'on l'entend dans le documentaire « C'est quoi l'amour maîtresse ?» c'est pas un truc très descendant, c'est beaucoup de
conversation finalement avec les élèves pour leur faire eux-mêmes mettre des mots sur ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils traversent. Exactement. En fait, c'est un enseignement un peu différent dans le sens où l'enseignant ou l'intervenant doit quitter un peu sa posture verticale de je vous transmets des infos, vous gobez et au revoir. L'idée, c'est vraiment de partir des enfants, de leurs questionnements, de ce qui leur arrive, de ce qui les intéresse et parfois de ce qui les questionne. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de questions et de curiosité et ils grandissent dans notre société, donc il y a plein de choses qui leur arrivent et ils comprennent pas tout. Et c'est normal. Donc l'idée, c'est vraiment de partir d'eux, parfois avec des boîtes à questions, où ils peuvent écrire des questions s'ils savent écrire, parfois juste avec des débats en classe où chacun argumente, donne son avis sur les choses, pose des questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris. Donc c'est beaucoup de discussions. Moi, je trouve que c'est le plus efficace parce que on montre aux élèves qu'il n'y a pas, contrairement aux autres enseignements, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Il ne faut pas avoir raison, il ne faut pas ne pas se tromper. Au contraire, tout est intéressant, tout ce qu'ils ont à dire est intéressant et tout est valorisé. Et donc, à partir de là, on peut ensuite apporter des informations. En disant, bah oui, je vois que tu te questionnes là-dessus, bah voilà la loi ou voilà ce qu'il en est. Dans la loi, on est censé faire 3 séances par an. Donc en gros 3 heures par an, ce qui est largement insuffisant pour traiter de ces questions. Après, il y a beaucoup de profs qui déjà en font sans vraiment le savoir. Quand on fait 1 heure de conseil de classe sur un problème de harcèlement dans la classe, dans l'école, on fait déjà de l'EVARS. Quand on règle un problème entre 2 enfants parce qu'il y a eu des insultes homophobes, on fait déjà de l'EVARS. Donc c'est déjà un petit peu fait dans les écoles, mais c'est pas institutionnalisé. Et puis surtout, les profs sont pas accompagnés, donc ils peuvent se sentir hyper démunis pour faire ça. Donc 3 heures par an, c'est largement insuffisant. Moi, pour vous dire, dans ma classe, j'en fais au moins 10 heures par an, au minimum. Pour aborder toutes ces questions-là, c'est vraiment nécessaire. Donc là, on est sur un programme minimum qui est proposé avec un temps minimum, mais l'idée, c'est quand même de lancer tout le monde, de lancer les profs. Qu'est-ce qui bloque, d'après toi, dans cette ébauche de programme dont on a vu qu'elle suscitait l'ire des mouvements conservateurs? Clairement, ce qui bloque, si on entend les arguments des gens qui s'opposent à ce programme, ce qui bloque, c'est 2 sujets majeurs, à savoir parler d'identité de genre à l'école. Ils ne supportent pas qu'on parle de ça. Donc l'identité de genre, pour rappeler ce que c'est comment on se sent nous-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'on se sent fille, est-ce qu'on se sent garçon, est-ce qu'on se sent ni l'un ni l'autre, est-ce que ça change. Donc vraiment, c'est comment on se sent dans notre genre, ce qui n'est pas la même chose que notre sexe. On est avec des parties génitales et donc on est assigné à un genre. Mais notre sexe, qu'il soit masculin ou féminin, ne prédispose pas de comment on va se sentir. C'est-à-dire, on peut naître avec un pénis et ne pas du tout se sentir garçon, ne pas du tout se sentir viril, ne pas du tout se sentir courageux, à savoir tout ce qui est un peu attendu des garçons. Et l'inverse pour les filles. Donc, parler d'identité de genre à l'école, l'intérêt, c'est vraiment de permettre aux enfants d'être qui ils sont. On nous reproche souvent d'être militants, on nous reproche souvent de vouloir plaquer nos croyances d'adultes sur les enfants. C'est tout le contraire. On veut juste permettre aux enfants d'être qui ils sont à l'école, d'être qui ils sont dans leur vie, d'être qui ils sont dans leur famille. Et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas bien dans leur genre ou qui ont des attirances amoureuses pour des enfants du même genre qu'eux, qui dans leur famille sont pas acceptés. Et donc l'idée, c'est que l'école soit ce lieu où ils sont acceptés, qui qu'ils soient en fait. Et si ça change, on les accepte aussi, et on les aime aussi, et on les protège des violences. Donc voilà pourquoi on parle d'identité de genre à l'école. C'est pas pour faire de toutes les petites filles des petits garçons, et de tous les petits garçons des petites filles, et que tout le monde soit trans. Pas du tout. Je veux dire, personne n'a intérêt à ce que ce soit le cas. Par contre, on a tous intérêt à protéger les enfants dans leur questionnement, dans leur chemin, parce que c'est un chemin, en fait, de trouver qui on est, et puis parfois, à 40 ans, on sait toujours pas. Donc ça les braque beaucoup qu'on parle d'identité de genre parce qu'il y a ce fantasme qu'on va perturber les enfants dans leur développement. La deuxième chose qui les tétanise, donc je dis identité de genre, mais j'inclus l'orientation sexuelle parce que bien sûr l'homosexualité ou la bisexualité, il y a vraiment les mêmes rejets familiaux, donc c'est les mêmes sujets. La deuxième chose qui les braque, c'est ce fantasme qu'on va parler de sexualité adulte aux enfants. Très concrètement, de pratiques sexuelles. De pratiques sexuelles. Vraiment, voilà, de sexualité aux enfants. De pratiques sexuelles adultes. Donc, je le répète, si c'est nécessaire, on ne parle pas de pratiques sexuelles adultes à des enfants de maternelle ou même de primaire. Pas du tout. Pourquoi on n'en parle pas? Pas parce que, mon Dieu, c'est horrible, mais on n'en parle pas parce que c'est souvent pas forcément leur questionnement à cet âge-là. Après, si on se replonge tous dans son enfance, à quel moment on a appris comment on faisait les enfants?
et que c'était pas juste des petites graines qui se rencontraient dans le vide, on a appris en primaire. Tout le monde l'a appris en primaire, et très souvent, pas de la part de sa famille ou de l'école, mais en parlant entre nous, entre enfants, dans la cour. Donc, c'est quand même l'âge auquel on se dit « Mais attends, comment les femmes, elles ont un gros ventre d'un coup avec un bébé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, il y a plein d'enfants qui le savent en primaire. Donc, moi, en tant qu'instit, je réponds aux questions des enfants quand ils me la posent. Et donc, dans le podcast, on l'entend, mes élèves de CE1, qui ont 7 ans, 8 ans, me demandent comment on fait les enfants. Donc, je ne vais pas leur raconter des fables et des mythes, je leur raconte la vérité, à savoir qu'il faut que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Le spermatozoïde, il est dans les testicules. L'ovule, il est dans l'utérus. Et donc, pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'il y ait un accouplement. Ça veut dire qu'il faut que le pénis rentre dans la vulve pour que les petites graines se rencontrent dans le ventre de la maman. Point. Je dis ça. Voilà, donc les enfants sont pas traumatisés. Il y en a qui ont envie de le savoir, il y en a qui n'ont pas envie de le savoir. En tout cas, c'est une information qui est dans plein de guides d'éducation sexuelle pour les enfants, mais depuis nos grands-parents. Moi, j'ai retrouvé des livres pour enfants où on montre des coupes d'accouplement hétérosexuel pour montrer comment on fait les enfants. Je me rappelle l'avoir vu, moi, enfant. J'avais pas forcément envie de le voir avec mes parents, mais j'étais super contente de comprendre. Ah, enfin, voilà, j'ai compris. Je comprenais pas cette histoire de graines, là. Comment elles se rencontrent, ces graines? Donc, c'est complètement de leur âge de parler de reproduction. Mais évidemment qu'on ne parle pas de fellation, d'anulingus ou que sais-je, que j'ai entendu auprès d'enfants de 3 ans. Jamais on fait ça. La sexualité dont on leur parle, c'est tous les corps, nos corps, ont des parties intimes. Donc, il y a la vulve, le pénis, il y a l'anus, la bouche en fait partie. Et toutes ces parties-là, elles peuvent être très agréables parce qu'il y a plein de petites terminaisons nerveuses dedans. Donc, ça peut être super agréable de les toucher, de les explorer. Mais c'est quelque chose qui relève de l'intime. Donc, il faut le faire quand on est seul, dans sa chambre, dans la douche. Il ne faut pas le faire en public. Et surtout, c'est un truc qui nous appartient à nous. Personne d'autre ne peut le faire. Ni d'autres enfants, ni d'autres adultes. Voilà ce qu'on raconte aux enfants. L'idée, c'est de leur expliquer que la sexualité qu'ils vont avoir avec eux-mêmes, elle est super, elle est joyeuse. Pourquoi on dit ça ? Pour construire les bases d'une sexualité épanouie plus tard. Parce que quand même, toutes nos générations, on a grandi dans quoi ? Dans la honte. La sexualité, c'est tabou, c'est honteux, c'est sale, faut pas en parler. Le nombre de filles, d'amis avec qui on en parlait jeunes, de masturbation féminine et qui me disaient « Mais la masturbation féminine, mais quelle horreur !» Pourquoi ? Parce qu'elles avaient intégré que c'était sale. Donc il faut dire aux enfants que la sexualité, c'est super, sans rentrer dans les détails, et qu'ils font ce qu'ils veulent. Et que c'est joyeux et qu'ils n'ont pas à avoir honte. Mais que c'est intime. Et ça permet de les protéger des violences sexuelles, parce qu'on sait bien qu'il y a un enfant sur 10, et probablement beaucoup plus, qui est victime de violences sexuelles, majoritairement dans la famille, et que la plupart de ces enfants ne savent pas que ce qu'ils vivent n'est pas normal, est interdit, que c'est pas de leur faute, et que c'est l'adulte qui est en cause. Donc ça, il faut leur en parler. Moi, de ce que j'ai compris et retenu de ma petite expérience de parent, et ayant notamment une petite fille qui a eu des discussions autour de ça à l'école, c'est qu'en fait, c'était le consentement qui était au cœur de tout ça. C'est vraiment un apprentissage de c'est quoi le consentement, c'est quoi dire oui, c'est quoi dire non. Exactement, ça c'est vraiment le cœur de l'enseignement. On en voit, petite parenthèse, mais on en voit la nécessité aujourd'hui avec le procès Amazon. On voit bien qu'il y a un gros problème de consentement dans notre société, dans les rapports hommes-femmes et notamment dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui ne savent pas qu'il faut que la personne en face soit d'accord et l'exprime pour pouvoir avoir une sexualité avec elle. Je ferme la parenthèse. Donc, le consentement, il est vraiment, vraiment temps que ça rentre dans l'éducation. Évidemment que c'est aux parents de le faire. On me reproche souvent ça, mais ça, c'est un truc de parents, c'est aux familles. Mais bien sûr, mais cet enseignement n'empêche pas les parents d'en parler. Moi, j'en parle à ma petite fille de 4 ans depuis qu'elle est née. Alors, sans dire le mot, forcément, on s'en fout du mot, en fait. L'idée, c'est de dire, ton corps, il est à toi. Si t'es pas d'accord, tu le dis. Et si t'es pas d'accord, les gens, ils doivent entendre. Donc, moi, ta mère, la première. Donc, évidemment que c'est aux familles de le faire. Mais on sait qu'il y a beaucoup de familles où ça n'est pas fait. Pas parce que les gens n'aiment pas leurs enfants, mais parce qu'on n'a pas reçu cette éducation, nous. Donc, on ne sait pas la donner. Et l'idée de l'école, c'est qu'on reçoit quand même 99% des enfants. Il y a 12 millions d'enfants. On les reçoit quasiment tous à l'école. L'idée, c'est de leur donner cette information à tous, sans qu'il y ait de discrimination en fonction de ta famille, de l'école où tu es, du département où tu habites. Tous les enfants doivent recevoir cette même information depuis qu'ils sont rentrés à l'école à 3 ans, jusqu'à ce qu'ils la quittent. Le consentement, c'est le centre
névralgique de cet enseignement. Tu es maître de ton corps, tu décides de ce que tu en fais. Personne ne peut te forcer. Si tu dis non, on doit t'écouter. Si on ne t'écoute pas, tu dois chercher de l'aide. Et toi-même, tu dois respecter le consentement des autres. Si la personne en face ne veut pas te faire un câlin, on ne fait pas de câlin. Ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Si la personne en face ne veut pas jouer avec toi, tu ne peux pas la forcer. Et donc, ça devrait être vraiment central. Il y a un sentiment un petit peu d'impuissance quand on est parent et qu'on est convaincu de la nécessité d'avoir cet apprentissage. Un sentiment d'impuissance de voir justement les voix les plus conservatrices avoir gain de cause, que ce soit dans le discours médiatique ou même dans le discours politique, puisqu'on voit qu'ils ont des relais très efficaces à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour faire entendre, ne serait-ce qu'au niveau de notre école, faire entendre le fait qu'on est favorable à cet enseignement? Alors ça, c'est un point très important. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. En fait, les gens qui sont contre cet enseignement, je ne parle pas des gens qui s'inquiètent ou qui hésitent ou qui ne savent pas trop de quoi on parle. Je parle des gens vraiment qui se battent là tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire on ne doit pas parler de ça à l'école, surtout ne perturbons pas nos enfants. Je parle de eux. Eux sont très organisés, ils ont des financements, ils ont des relais médiatiques, et donc ils font beaucoup entendre parler d'eux, mais ils sont une minorité. Les gens qui sont pour cet enseignement de manière très majoritaire, on n'est pas organisé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire et parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de s'organiser pour que les choses bougent. Et donc en tant que parent, par exemple, ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire, c'est se réunir, voilà, trouver des parents d'élèves qui sont d'accord avec nous et aller demander des comptes au chef d'établissement. Parce qu'en fait, cet enseignement est dans la loi depuis 20 ans. Et donc, malgré l'absence de programme qui arrive tout juste, normalement, les enseignants doivent prodiguer ces 3 heures chaque année dans leur classe. Si ce n'est pas fait, c'est le chef d'établissement qui doit être garant de cet enseignement. Et donc, si ce n'est pas fait, les parents ont tout à fait le droit d'aller dans l'école et de dire « Bonjour, voilà, on est les parents d'élèves, on aimerait savoir ce qui est fait en termes d'éducation sexuelle dans l'école. Est-ce que vous avez un programme ? Est-ce que c'est fait ? À quel niveau ? De quoi vous parlez ?» En fait, c'est exactement la même chose que si demain, tu débarques dans l'école de ta fille et que tu vois qu'il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de maths. Eh bien, je pense que le lendemain de la découverte, vous seriez 15 parents d'élèves à dire « Excusez-nous, on a vu qu'il n'y avait pas de maths, vous faites quoi en maths ?» Ce qui se passe, c'est que souvent les parents qui sont très pro-éducation sexuelle en font dans la famille, en parlent, et du coup se disent « Bon, mon enfant, il est armé, moi j'en parle dans la famille. » Sauf qu'en vrai, vraiment l'intérêt que ce soit fait à l'école, c'est que tous les enfants reçoivent la même information. Parce que s'il y a 3 enfants, ou 4 enfants, ou 5 enfants par classe qui reçoivent cet enseignement dans leur famille, c'est super. Mais il en reste 20 qui ne le reçoivent pas. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est le consentement, qu'ils ne savent pas comment leur corps est fait, qu'ils ne vont pas parler s'ils subissent des violences, mais qui vont aussi reproduire ces violences sur vos enfants, sur ces enfants-là qui sont éduqués. Donc l'idée, c'est pas juste d'être 10 super bien armés, c'est qu'on le soit tous. Et donc les parents, moi je conseille à tous les parents de s'organiser pour aller voir les chefs d'établissement et demander qu'est-ce que vous faites ? Et nous, on trouve que c'est très important et c'est dans la loi. Voilà. Et je pense que plus il y aura de parents qui vont faire ça, plus les chefs d'établissement vont bouger. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chefs d'établissement ont peur des parents qui sont contre. Et donc, c'est très facile de dire on va pas remuer la merde, on va pas chercher les ennuis, on va pas faire cet enseignement-là. Sauf que si les parents qui sont pour sont plus bruyants et plus chiants, entre guillemets, que les autres, bah, les chefs d'établissement vont dire bon, bah là, moi j'ai 20 parents qui réclament l'éducation sexuelle, il faut peut-être qu'on s'y mette en fait. Donc il faut qu'on soit plus organisé. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que peut-être pour les gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas accès au chef d'établissement ou n'ont pas accès à cet univers de la scolarité, mais qui sont tout simplement des citoyens français et qui ont envie que les enfants de demain, qui seront les autres citoyens à venir, soient plus armés, soit aient accès tout simplement à cette éducation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contrer cette organisation conservatrice très très efficace ? Le politique est important. Il est important qu'il y ait des politiques publiques. Il est important que les profs soient formés. Il est important qu'il y ait de l'argent mis sur la table. Mais on ne va pas attendre le renversement de la société pour que ça soit mis en place. Donc vraiment, moi, ce que je trouve primordial, c'est que ça parte de la base. Ça parte de nous, parents ou pas parents d'ailleurs, pour que nous, en tant qu'adultes, on se sente légitime pour parler aux enfants qui nous entourent. Nos neveux, nos nièces, les enfants de nos amis. En fait, tout adulte
qui veut le bien de l'enfant et qui veut être une personne ressource, une personne là pour les enfants, est légitime pour être là et leur dire ça va en ce moment, ça se passe comment l'école, comment tu le vis, tu veux parler. Donc on peut tous être des adultes ressources pour les enfants qui nous entourent. Et je pense aussi qu'il faut qu'on se parle entre nous. Mais c'est vraiment les mêmes sujets compliqués, familiaux qu'on a à Noël. C'est mettre les choses sur la table. Vous avez entendu parler de ce sujet-là, l'éducation sexuelle, vous en pensez quoi ? Et puis répondre aux gens, répondre à son oncle, à sa tante, à son grand-père, à son frère, en disant non, c'est pas ça, moi j'ai écouté des émissions dessus, c'est ça la vérité en fait. Donc il faut tous et toutes, à notre échelle, en parler, essayer de convaincre les gens autour de nous que c'est pour le mieux et que c'est pour le bien des enfants et le bien de la société tout entière. Parce que toutes ces violences-là que les enfants y vivent, qu'ils voient, etc., dont ils sont témoins, ils les reproduisent. Ils les reproduisent à l'école, ils les reproduisent dans leurs relations entre eux, ils vont les reproduire dans leurs relations amoureuses et évidemment, ils vont les reproduire une fois adultes, une fois par an. On a tous et toutes intérêt à ce que cet enseignement soit appliqué demain. Donc, il faut tous qu'on s'y mette. Merci à Lolita Rivet pour ses réponses, je le redis. Allez écouter C'est quoi l'amour maîtresse, sa série dans le podcast Le Cœur sur la table, un travail ô combien essentiel en ce moment. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Clément Morel. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.